12 septembre 2025, à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, la 58e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation et relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des textes. 1. Communication du Président de la République. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté sur 2 points principaux, à savoir de la nécessité de promouvoir la discipline budgétaire. Le Président de la République tient à l'impératif d'une gestion rigoureuse, transparente et responsable des deniers publics, rappelant communication faite lors de la 54e réunion du Conseil des ministres, il a tenu à réaffirmer que cette exigence ne relève pas d'un choix, mais d'un devoir républicain incontournable. Car la crédibilité de l'État, la bonne marche de l'action du gouvernement et la confiance de nos concitoyens en leurs institutions en dépendent directement. C'est pourquoi il a appelé chacun des membres du gouvernement à un sursaut de responsabilité individuelle et collective. La gestion des crédits publics doit désormais rompre avec toute logique de consommation automatique. Elle doit se traduire par des dépenses intelligentes, pertinentes, porteuses d'impact réel sur les priorités nationales et génératrices des résultats tangibles pour nos populations. L'argent public n'est pas une ressource inépuisable. Il constitue un patrimoine commun que nous devons protéger, optimiser et investir exclusivement au service de la transformation sociale et économique de notre pays, a précisé le Président de la République. Cependant, des rapports lui parvenus relèvent de la lenteur persistante qui continue d'affecter la chaîne de la dépense. Pour y remédier, il a instruit le vice-premier ministre, le ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances, de mettre en place un mécanisme conjoint, permanent et opérationnel de liquidation et de paiement. Ces dispositifs devra être bâtis sur la disponibilité réelle de la trésorerie, garantir la célérité du traitement des dépenses et assurer une transparence et une traçabilité irréprochable à chaque étape. Le Président de la République attend de cette initiative non seulement une fluidité accrue de la chaîne de la dépense publique, mais également une responsabilisation renforcée de l'ensemble des ordonnateurs et gestionnaires. La discipline budgétaire, la rigueur de gestion et la redevabilité vis-à-vis de la nation doivent devenir des réflexes incontournables et partagés par tous, a-t-il insisté. De la gestion de l'impact des travaux d'aménagement de la voirie urbaine de Kinshasa sur la fourniture d'eau et d'électricité. Bien que nécessaires, porteurs d'espoir pour la modernisation des infrastructures routières, les travaux d'aménagement de la voirie urbaine causent régulièrement des dommages graves aux installations de la Régie des eaux et de la SNEL, lesquelles privent temporairement des milliers d'habitants de l'accès à 2 services sociaux de base indispensables, l'eau et l'électricité. Face à cette situation, le Président de la République a rappelé que si la modernisation des infrastructures routières constitue une priorité nationale, dans le cadre de la vision de développement urbain et d'amélioration de la mobilité, elle ne peut en aucun cas se faire au détriment de la fourniture régulière et fiable de l'eau et de l'électricité. Nos politiques publiques doivent viser la complémentarité et la cohérence, d'autant plus que la réussite d'un chantier d'infrastructure se mesure aussi par la capacité à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens et non à l'altérer, a-t-il insisté. Le ministre des Infrastructures et des Travaux publics ainsi que
les ministres des Ressources hydrauliques et électricité ont été instruits à travailler en synergie étroite, en coordination permanente avec la Régie des eaux et la SNEL pour dresser un état des lieux complet de la situation et adopter des mesures correctives préventives. Le président de la République a souligné l'importance d'instaurer des mécanismes de concertation en amont de tout chantier afin d'identifier les risques sur les réseaux existants, prévoir des dispositifs techniques de protection et d'assurer la répartition rapide et efficace des éventuels dommages. Il a commandé également l'intégration d'un protocole standardisé des coordinations entre les services techniques, les ministères concernés, les entreprises contractantes et les opérateurs publics. Ce protocole devra prévoir des inspections préalables des sites, des cartographies actualisées, des réseaux souterrains ainsi que d'un système de communication d'urgence en cas d'incident. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement a commencé à informer le Conseil qu'elle a présidé le mercredi 9 septembre 2025 la réunion du comité stratégique des zones économiques spéciales. Cette première réunion a permis la validation du règlement intérieur et la mise en exergue du rôle stratégique de cette instance dans la supervision, la coordination interministérielle et la facilitation des projets. Abordant un autre sujet, la Première ministre a évoqué la campagne nationale de sensibilisation et de vulgarisation de la loi numéro 23/053 du 30 novembre 2023 instituant l'impôt sur les sociétés, IS, et l'impôt sur les revenus des personnes physiques, IRPP, dont elle a procédé au lancement officiel le 2025. La réussite de l'US et de l'IRPP dépendra de notre capacité collective à accompagner les contribuables dans cette transition, renforcer la transparence et la proximité dans la sensibilisation et à élargir l'assiette fiscale grâce à l'immatriculation obligatoire et à la constitution d'un répertoire fiable des contribuables, a-t-elle précisé. Pour assurer la mise en œuvre effective de cette réforme, la Première ministre soutient qu'il soit accéléré certains éléments structurants qui contribueront à son succès. Il s'agit notamment du processus d'identification nationale et de recensement général de population et de l'habitat, RGPH, qui permettront d'élargir l'assiette fiscale grâce à l'immatriculation obligatoire et à la constitution d'un fichier fiable des contribuables. À cet effet, elle a demandé au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur ainsi qu'au ministre d'État en charge du plan de veiller à la poursuite des actions et des activités nécessaires à l'effectivité de la carte d'identité ainsi que du recensement scientifique en accélérant la finalisation de la cartographie. De leur côté, le vice-premier ministre du Budget et le ministre des Finances de s'assurer de la mobilisation et de la mise à disposition des moyens financiers indispensables pour finaliser ce processus. Pour terminer, la Première ministre est revenue sur les recommandations formulées dans le rapport sur l'égalité des sexes en République démocratique du Congo, dont elle a présidé la cérémonie de présentation officielle le 11 septembre 2025. Elle en a appelé à l'engagement et à l'appropriation par les ministères sectoriels concernés en vue d'assurer leur prise en compte dans leur politique et planification sectorielle. 2. Point d'information. État et administration du territoire. Au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières en mission, la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'achève,
L'état d'esprit de la population demeure calme et est marqué notamment par la déception totale de la population suite à la vandalisation des sièges et autres mobiliers du stade des Martyrs après la défaite des Léopards football face au Lions de la Teranga du Sénégal dans le cadre de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Sur le plan politique, l'opinion reste focalisée sur les tensions persistantes au Parlement à veille de la rentrée parlementaire. Dans un autre chapitre, la vice-ministre de l'Intérieur a fait rapport au Conseil de la mission officielle que conduit son titulaire à Uvira en compagnie du ministre d'État, ministre de l'Industrie, du ministre de la Coopération régionale ainsi que du ministre délégué à la Défense chargé des anciens combattants. Cette mission vise à réconforter, pacifier et restaurer au lancement le samedi 6 septembre 2025 de la formation initiale de longue durée des 700 nouvelles recrues de la police nationale congolaise à l'école de formation de la police de Kassangoulou récemment réhabilitée, a fait savoir la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité. Dans la ville de Kinshasa, consécutivement à la recommandation du Conseil des ministres, il s'est tenu le lundi 8 septembre 2025 la réunion de la commission permanente interministérielle chargée de démolition des constructions anarchiques afin de lancer à travers l'hôtel de ville de Kinshasa les opérations dans la baie de Ngaliema, qui est une zone à Edifikandi en dépit de quelques pesanteurs et résistances. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Situation sécuritaire. Au nom de son collègue, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant en mission, le vice-premier ministre, ministre de l'économie a informé le Conseil de la situation sécuritaire dans le pays. Celle-ci est marquée par des événements préoccupants dans l'est du pays, notamment l'incursion meurtrière dans la localité de Ntoyo, située dans le territoire de Lubero, au nord Kivu, par les ADF MTM. Des mesures additionnelles sont prises afin de renforcer les capacités opérationnelles des FARDC dans la région. Ces efforts visent non seulement à contenir les actions terroristes, mais aussi à intensifier la collaboration avec la population dans cette lutte. Il a enfin passé en revue les opérations de défense sur le terrain, particulièrement dans l'Ituri ainsi que dans la périphérie de la ville de Kinshasa, tout en saluant la force qu'apportent les forces de sécurité. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que des biens et services. Intervenant en tant qu'invité, en l'absence de son titulaire, le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo a indiqué que la conjoncture économique de la République démocratique du Congo est demeurée globalement stable, aussi bien sur le marché des biens et des services que sur celui d'échange. En effet, la croissance économique reste projetée à 6,3% en 2025 et elle est soutenue principalement par le dynamisme du secteur des industries extractives. Au cours de la première semaine de septembre 2025, le taux d'inflation s'est établi à 0,14% contre 0,15% la semaine précédente. Sur le marché d'échange, la monnaie nationale s'est légèrement dépréciée de 0,43% à l'indicatif et de 0,02% au parallèle comparativement à la semaine précédente. Par ailleurs, il a été souligné le comportement des cours mondiaux des principaux produits de base importés et exportés par notre pays.
le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo a formulé une série de recommandations, dont celles relatives à l'accélération de la mise en œuvre des réformes structurelles destinées à diversifier la base productive afin de renforcer la résilience de l'économie face aux chocs extérieurs. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Au nom du ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale en mission, le ministre d'État, ministre de la Formation professionnelle, a présenté les points saillants de la situation épidémiologique à travers le pays. En ce qui concerne la 16e épidémie de la maladie à virus Ebola, qui sévit la province du Kasaï, il a indiqué que la zone de santé rurale de Boulapé est l'épicentre. Comparé à la semaine précédente, il a été enregistré une augmentation des nombres de nouveaux cas suspects passant de 28 à 36, soit une hausse de 22,2%. Au sujet de l'épidémie du choléra, la tendance à la 35e semaine épidémiologique par rapport à la semaine passée est marquée par une diminution du nombre de nouveaux cas. Cette baisse est également constatée depuis 5 semaines pour l'épidémie de Mpox. Face à ces trois épidémies, les actions de riposte en cours ont été présentées et recommandations ont été formulées au gouvernement. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a présenté au cours du Conseil les particularités des nouvelles structures des prix des produits pétroliers des zones sud et est contenues dans l'arrêté interministériel du 2 mai 2025 portant taxation des carburants terrestres et d'aviation destinés à l'activité minière et ou cédés aux entreprises minières et leurs sous-traitants, lesquels ont été l'objet d'une mission de vulgarisation. L'exécution de ces dispositions, en application de l'arrêté interministériel sus-évoqué, a généré les résultats financiers extraordinaires sur la période en termes des ressources publiques tant fiscales que parafiscales. Les résultats, a-t-il soutenu, permettent d'avoir une idée sur l'étendue de la fraude sur les hydrocarbures plusieurs fois dénoncée par le gouvernement, car à volume proportionnellement égal, les recettes présentent une progression géométrique dont les taux d'accroissance sont successivement de 1506% pour les droits du fisc entre juillet et août 2025 et de 64% pour Foner en juillet-août 2025. Il a insisté sur la nécessité de consolider cette action d'encadrement et le contrôle des volumes des produits pétroliers mis en consommation et des recettes réellement taxées, collectées par les banques œuvrent au niveau du guichet unique. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a sollicité le soutien du gouvernement pour la consolidation des réformes, tout en félicitant tous les acteurs qui ont œuvré pour la réalisation de ces résultats, tant au niveau des sociétés minières que des institutions publiques. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant du secteur de l'environnement. Pour sa part, la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat a présenté une note d'information sur l'exploitation illégale du bois rouge. Ce bois précieux, variété de paddock, très prisé par les fabricants des meubles de luxe, fait l'objet d'un trafic intense depuis une décennie. Pour y faire face et à l'approche de la COP 30, il est impérieux de renforcer les mesures coercitives et de transparence pour rassurer les partenaires internationaux et démontrer la volonté du pays de s'inscrire dans une gouvernance forestière rigoureuse et conforme aux standards mondiaux. Par conséquent, la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat
a préconisé la suspension nationale de l'exploitation du bois rouge par la prise d'un arrêté portant interdiction sur toute l'étendue du territoire de la coupe, du transport et de la commercialisation du bois rouge PADOC jusqu'à nouvel ordre et définition des modalités d'application de cette mesure. La redynamisation du programme de contrôle de la production et de la commercialisation du bois, PCB, pas mise en œuvre dans les meilleurs délais du système intégré de gestion forestière, SIMF, véritable guichet unique numérique pour le secteur. Cette décision forte enverra un signal clair de la volonté du gouvernement de sauvegarder cette essence menacée, de restaurer l'état de droit dans le secteur forestier et de faire profiter au peuple congolais des richesses forestières dans la légalité et la transparence, contribuant ainsi au développement durable et à la prospérité partagée. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant de l'enseignement supérieur. La ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation a présenté aux membres du Conseil l'état des lieux et partenaires de son ministère au regard des actions prioritaires des lettres des missions 2024-2025. Il s'agit des partenariats avec l'UNESCO, la FOCAC, Coopération, Sino-Congolais, l'Agence universitaire francophone, AUF, l'Agence française de développement, AFD, le Bureau conjoint des Nations unies pour les droits humains, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC, le Conseil interuniversitaire d'Afrique de l'Est, IUCEA, le Forum universitaire régional pour le renforcement de capacités agricoles, RU Forum, et la Fondation DACOM. La ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation a mis en exergue les apports notables de chacune des structures et organisations qui, pour l'essentiel, résident respectivement dans l'amélioration de la qualité de la formation, de la gouvernance, de l'employabilité, l'harmonisation et la standardisation à l'international de notre écosystème éducatif du supérieur et la gestion de l'assurance qualité dans l'appui technique ainsi que dans l'insertion des nouvelles filières de formation, notamment la médecine légale. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Approbation d'un relevé des décisions. Les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la 57e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 5 septembre 2021. Examen et adoption de 4 textes. Projet de loi des finances pour l'exercice 2026. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, a soumis au Conseil le projet de loi des finances 2026 pour examen et adoption. En effet, ces prévisions présentent un budget équilibré en recettes et en dépenses à 59 020,5 milliards de francs congolais, équivalent à 20,3 milliards de dollars. Ce niveau traduit une progression de 16,4% par rapport à celui du rectificatif de 2025, fixé à 50 691,8 milliards de francs congolais, soit 17,7 milliards de dollars. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, a souligné que le présent projet de loi des finances 2026 traduit la volonté du gouvernement de consolider les acquis de la stabilisation macroéconomique, de mettre en œuvre une trajectoire budgétaire soutenable et d'amorcer
la dynamique de dédoublement des recettes courantes à l'horizon 2028, tout en renforçant la capacité de l'État à financer ses priorités stratégiques de manière souveraine. Aussi met-il l'accent sur non seulement la mobilisation accrue des ressources, mais aussi sur la qualité et l'efficacité de la dépense publique. Les allocations prévues en faveur des infrastructures, de la sécurité, de la diversification de l'économie et des secteurs sociaux essentiels reflètent l'engagement du gouvernement à améliorer le bien-être de la population, réduire les inégalités et construire les zones affectées par les conflits. La poursuite des réformes structurelles, notamment la digitalisation des régies financières, la rationalisation des exonérations et l'amélioration du climat des affaires constituent un levier de réussite. Sollicitant l'approbation de ce projet de budget, le vice-premier ministre, ministre du Budget, a précisé que cette formalité ouvrira la voie à son dépôt au bureau de l'Assemblée nationale dans le délai constitutionnel. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de loi. Projet de l'ordonnance loi. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau a soumis pour examen et adoption le projet de l'ordonnance loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège pour une partie du territoire de la République démocratique du Congo prenant cours le 19 septembre 2025. Après débat et délibération, ce projet d'ordonnance loi a été adopté. Projet de convention de collaboration. Le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, a soumis pour examen et adoption le projet de convention de collaboration relative à la création d'une cité industrielle sino-congolaise dans le cadre du projet d'extension de la ville de Kinshasa entre la République démocratique du Congo et la Sino-Congo Special Economic Development Zone SARL. Déjà soumis au Conseil des ministres lors de la 52e session ordinaire du 18 juillet 2025, qui avait formulé quelques amendements nécessaires, ce projet a été enrichi pour répondre aux recommandations des membres du Conseil. Le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, a égrené à l'attention du Conseil les différentes étapes de la feuille de route de la mise en œuvre effective de cette convention. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de convention. Projet de loi de reddition de comptes. Le ministre des Finances a soumis pour examen et adoption le projet de loi portant reddition de comptes de la loi des finances numéro 23/056 10 septembre 2024 pour l'exercice 2024. En effet, la loi des finances rectificative pour l'exercice 2024 à laquelle se rapporte le dit projet de loi a été votée en équilibre tant en recettes qu'en dépenses à hauteur de 44 410,1 milliards de francs congolais. À la clôture de l'exercice budgétaire 2024, les recettes du budget du pouvoir central ont été réalisées à hauteur de 35 513,9 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 79,97%. Quant aux dépenses, elles sont chiffrées à 35 872,5 milliards de francs congolais, dégageant un taux d'exécution de 80,78%. En termes de résultats, le budget du pouvoir central a dégagé un déficit de 358,5 milliards de francs congolais, résultant de la consolidation du solde déficitaire du budget général de 1535,4 milliards de francs congolais, du solde excédentaire des budgets annexes de l'ordre de 28,9 milliards de francs congolais et du profit des comptes spéciaux d'un import
de 147,9 milliards de francs congolais. En somme, le déficit du budget général de l'ordre de 1535,4 milliards de francs congolais a été intégralement financé par les sources résultant des souscriptions des bons et obligations du Trésor émis. Après débat et délibération, ce projet de loi a été adopté. Commencé à 15h10, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 18h26. Je vous remercie.